Alors, et j'ai remarqué, alors c'est la première fois, et j'en suis désolé, parce que j'aurais pu le citer peut-être, ou alors c'est peut-être la première fois aussi, mais il y a à chaque fois un petit nom à la chronique de Thierry, et là c'est entre feuilles et bourrasque on lit. Oui. C'est génial, j'avais jamais vu ça. Ah oui, j'en fais à chaque fois. Eh ben, félicitations, mon petit Thierry, bienvenue. Comment ça va? Bah écoute, j'ai pas à me plaindre, hein, Bon, alors est-ce que tu te dis ta petite phrase que tu dis? Oui, parce que c'est important, sinon ça porte la poisse. Hein. Bonsoir à toutes et à tous, bédéphiles et amoureux du 9e art. C'est ma chronique. Excellent. Octobre, l'automne est désormais bien installé. Ça, on l'a vu, évidemment, avec le vent, les feuilles sont bien tombées. Les premières soirées au coin du feu. Et quelles sont les histoires qu'on lit au coin du feu? Écoute, tu l'as bien dit, hein. Benjamin est passé hier et je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Et donc, entre feuilles d'arbres jonchant rues et trottoirs, moi, j'ai préféré des petites feuilles de papier et de quelques petites parutions de BD à venir. D'accord. Alors, tu as été réchauffé par laquelle d'abord? Écoute, par un récit bien de saison, hein. On pourrait le mettre à Halloween sans aucun problème. C'est à la fois une énigme littéraire, une adaptation BD d'un roman, d'une série de romans d'ailleurs, aussi déroutante que délirante, sanglante et frissonnante. Alors là, tu m'intrigues. Écoute, les éditions Somatine Comics, justement, publient ce 6 novembre la première adaptation d'un roman anonyme. Anonyme, voyons. Ben oui, écoute, parce que le mystère, il est complet. En réalité, c'est aussi mystérieux que Fantomas. Le titre, ça s'appelle « Le livre sans nom » et à l'origine d'un roman dont l'auteur, d'ailleurs, est inconnu. Et anonyme, on ne sait pas qui il est. Enfin, personne sauf peut-être son éditeur et lui-même, j'espère. Mais c'est tout. Donc, c'est une étoile comme ça qui est apparue dans l'univers littéraire en 2006. Fantasmatique écrivain qui compte déjà 10 romans, d'ailleurs. Et une nouvelle dans sa bibliographie. On sait seulement qu'il est britannique. Alors, petite info, parce qu'on a quand même un peu fouillé, et il a une page Facebook que je vous invite à aller voir, sous le pseudonyme de Bourdon Kit. Bourdon-Kit. Oui, Bourdon-Kit, parce que c'est le personnage principal de sa série. Ah, voilà. Et en réalité, dans le roman, donc, qui est adapté. Alors, c'est adapté par Coué, qui est une scénariste assez friande de friction, de monstres. Et nous plongeons dans un monde un peu à la sauce Tarantino, hein, si tu vois déjà un peu l'ambiance. Le pitch, en réalité, ça se passe à Santa Montega, qui est une petite ville perdue. Personne ne sait exactement où c'est, le gouvernement s'en occupe pas, c'est aux États-Unis, c'est tout ce qu'on sait, les guides touristiques non plus. Et 5 ans avant le début de l'histoire, tu dois imaginer un petit bar, celui de Sanchez. T'as un gars qui rentre, on n'aime pas trop les étrangers, il y en a qui le provoquent un peu, et il te zigouille les 40 personnes du bar. Ça, il y a juste, ça commence très très fort, quoi. Mais il te les zigouille, mais bien. T'as des morceaux partout. Ah bah super. Et en réalité, il y a juste une personne qui échappe, une femme qui échappe à ça, mais qui tombe dans le coma. Et lorsqu'elle se réveille 5 ans plus tard, elle est amnésique, donc elle se souvient absolument de rien. Et voilà, la seule chose qu'on sait, cet énigmatique tueur, c'est que il a pris un bourbon avant de commencer à massacrer tout le monde. D'où Bourdon-Kit. Et donc voilà, à son réveil, elle est amnésique, cette pauvre rescapée, Jessica, hein, jeune femme un peu rock'n'roll d'ailleurs. Et voilà. Bon, alors de l'autre côté du monde, il y a un monastère un ordre qui a été créé uniquement pour protéger une pierre bleue qui s'appelle l'œil de la lune. Et il se fait que voilà, il y a un massacre de nouveau dans ce monastère aussi et la pierre est volée. Résultat des courses, le père Taos, qui est le père supérieur de ce monastère, va nommer deux moines, Peto et Kyle, pour essayer de retrouver cette pierre, en tout cas de retrouver Bourdon-Kit, qui devra retrouver cette pierre. Alors ces 2 moines, de nouveau Tarantino, ils sont très très moines et très arts martiaux en même temps. Ah ouais. Et donc tu te dis, il faut pas trop les chercher. Hein, c'est Jackie Chan en même temps. Voilà. Ou alors c'était cette série, je reviens plus sur le nom, dans les années 70-80. Kung Fu, voilà, exactement. Bon, la seule chose, c'est que eux, ils utilisent des flingues aussi. Hein. Ah ouais. Et donc voilà, résultat des courses, t'as toute une course qui se fait, t'as des personnages qui vont intervenir, qui vont arriver dans cette ville perdue, un chemin de croix sanglant, sanguinaire, ça va gicler quasiment à toutes les pages. Le seul point commun entre toutes les victimes, c'est qu'elles ont lu un livre qui n'a pas de nom. C'est un peu le point commun qu'il y a là-dedans. Alors bon, comme les personnages de Pulp Fiction, hein, c'est assez jubilatoire, c'est rock'n'roll à souhait, ils sont déjantés. Tu as un tueur à gages qui s'appelle King, qui est un freelance sosie d'Elvis Presley. Tu as 2 flics assez spéciaux des affaires paranormales, tu as l'impression d'être en X-Files. Tu as El Santino, parrain de la pègre, et Jeff, son homme de main, qui est un peu frimeur. Enfin bon, voilà, tu as des créatures de la vie aussi, parce que bon, voilà, ça fait quand même un peu Halloween et compagnie. Enfin bref, c'est une ville où quand quelqu'un
tient des propos délirants, c'est qu'il est fort à parier que c'est la vérité. C'est un peu ce qu'on pourrait résumer. Et donc dans cette bourgade, que va-t-il se passer? Je ne dis pas plus, mais ça vaut la peine. C'est un premier tome aux allures graphiques légèrement manga et par sa dessinatrice Yellow. D'ailleurs, elle est thaïlandaise et française par ses parents, et donc elle a mêlé les deux cultures. C'est un peu manga. Le seul avantage, c'est que ça se lit dans le bon sens, donc c'est plus facile quand même. Hein. Oui. Bon, alors ta BD historique du mois, c'est quoi? Ah, là, ma BD historique, ça c'est... c'est pas celle-là. J'ai mal préparé mon ordre de BD. Thierry, c'est pas bien. Voilà, je viens de la recevoir, c'est chez Grave Zeppelin. En réalité, c'est La bataille de Simancas. C'est une BD historique. Alors, c'est par Raphaël Jiménez et Rollo Cacera. Et en réalité, c'est un récit qui est à la fois épique d'une bataille qui s'est déroulée en 939 et qui va opposer Ramire II, roi de Léon, avec comme allié Garcia II, roi de Pamplune, au calife de Cordoue, Abdelrahman, qui est le premier des croyants. Et en réalité, son califat, il faut bien savoir qu'à cette époque-là, son califat s'étend de la lisière du Douro jusqu'au nord de l'Afrique. Donc voilà, il y a une guerre entre les deux. Le calife va réunir une armée de plus de 100 000 soldats. Mais malheureusement, les royaumes chrétiens ne peuvent rassembler que 25 000 soldats, donc ils ont peu de chances de vaincre, mais néanmoins, la foi pourrait faire la différence. Et les deux armées vont se retrouver tout près de Simancas, qui est une ville frontière en réalité entre les royaumes de Léon et le califat de Cordoue. Et voilà, donc chacun est bien confiant qu'il va gagner. La seule chose qu'il y a, c'est que le calife a nommé à la tête de ses armées Nadja, qui est un chrétien slave converti, et ça plaît pas trop à ses généraux, qui sont un peu vexés. Donc ils vont peut-être pas être totalement à 100% dans la bataille, donc ils vont peut-être se battre avec modération. Et puis il faut savoir qu'il y a une éclipse solaire le 19 juillet qui va semer le doute dans les deux armées. Chacun va croire que c'est un mauvais signe et tout. Ouais. Finalement, la bataille va s'engager. Elle va durer pendant 3 jours. C'est quand même assez costaud. Et je vous dis pas qui va gagner. D'accord. C'est une narration qui est assez épique. Elle est digne de l'Iliade d'Homère. C'est un style qui est laissé d'ailleurs. Le récit est fait grâce à 2 scribes. Un du côté du roi chrétien et l'autre du côté du calife. Et chacun va le raconter en mettant en valeur les qualités de son armée, de son camp. Et donc, chacun va terminer son récit en disant que c'est lui qui a gagné. Bon, voilà. Donc, c'est une bataille quand même historique qui va marquer une étape importante dans la Reconquista, qui va ouvrir les voies à d'autres reconquêtes. Alors c'est un dessin qui est très très dense. Moi j'aime beaucoup, c'est très touffu, c'est très dense, il y a énormément de texte, c'est vraiment très noir, très lourd. C'est un dessinateur qui est... Voilà, moi sincèrement c'est quelque chose que j'adore au niveau graphique. On en a plein là. C'est un mot qui commence par G, mais je ne peux pas dire parce que je suis à la radio et que c'est encore bien. Voilà. D'accord. Une BD locale peut-être quand même? Oui, que serait ma chronique si on n'avait pas au moins une. Et donc pour une fois, je suis retourné du côté des éditions Kennes, dont on avait déjà parlé et tout, avec une BD qui est à la fois adorable, c'est plein de charme. Dehors, c'est futuriste à la limite. Alors futuriste dans quel sens? C'est une... On est dans un monde un peu fermé et tout. Les hommes ont dû fuir la surface de la Terre, donc ils vivent dans des souterrains, dans des villes en dessous des villes, et ils doivent aller chercher des éléments. Et donc, que se passe-t-il? En réalité, pour aller chercher cette matière, ces éléments au fond des villes, au fond des océans, mais il faut être un enfant, parce que sitôt qu'on a la maturité, ça va plus. Et voilà, donc on trouve Zach qui est un de ces pêcheurs, et il va subitement avoir l'illumination en pêchant, en allant pêcher ça, donc qu'on appelle l'osmose. Et donc il est chassé en réalité de l'endroit où il était interné, qui s'appelle l'orphelinat. Ouais. Et il ne rêve que d'une chose, c'est d'aller rejoindre sa sœur de cœur, Silo. Et tous les deux, ils rêvent de quitter cet endroit qui est un monde fermé. Là aussi, si on cherche, on va trouver pas mal de références à des films de science-fiction ou même autres. Il y a une petite scène à un certain moment où ils trouvent un parapluie, il ne sait pas très bien à quoi ça sert. Forcément, ils sont dans une ville fermée en dessous de la terre. Et donc, on le voit un peu danser autour d'un réverbère. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mary Poppins. Oui, mais en chantant aussi. Ah. Mary Poppins chantait aussi. Oui, d'accord. Oui, j'avais pas pensé à celle-là, mais bon, voilà. Et bon, un petit Singing in the Rain, ça pourrait aller. Ah, ouais, ok. Bref. Parce que là, ils n'avaient pas de parapluie ici. Il avait un parapluie. Oui, il avait un parapluie. Ah, ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est légèreté, humour. C'est Dan qui est l'auteur de Soda, mais également d'autres séries, Dan Verlinden qui fait ça. C'est très frais, c'est très amusant. Enberg qui est le scénariste et qui avait déjà fait Lord Jeffrey aussi, que j'avais beaucoup aimé. On est dans un ton léger et tout. Bon, il faut savoir que c'est un projet qui a mis 7 ans
à être peaufiné avant d'être sorti. Donc c'est vraiment un gros projet et ils ont vraiment attendu le bon moment pour la sortir, pour qu'elle soit bien prête et tout. C'est un vrai coup de cœur. Sincèrement, chez Kenes, ça sort, c'est sorti le 15 décembre, tandis que les autres BD sortent le 6 novembre. Mais cette fois-ci, je me suis dit, c'est pas grave, je vais revenir un peu en arrière. D'accord. Alors je suis un peu perdu. Moi je sais plus où on est dans le truc. Donc parce que t'es passé pas mal de trucs. Donc oui. Je te laisse continuer. Bah écoute, c'est pas difficile hein, parce que t'étais censé me dire à ce moment-là, novembre n'est-il pas également le mois de la lecture? Ah, mais toi on est déjà beaucoup plus loin. Alors novembre n'est-il pas également le mois de lecture? Mais oui, tout à fait, parce que rappelle-toi, le 8 novembre l'an dernier, je venais pour la première fois ici avec Renault de la librairie machin et avec Cédric Hervan, je sais pas si tu te rappelles. C'est la librairie Bruxelles. Bruxelles, voilà, mais bon, je voulais pas faire de publicité, mais enfin bon, si tu te mets à ma place, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison. Et donc, on venait vous parler d'une opération très très importante et qui me tient terriblement à cœur, c'était Lisez-vous le Belge. Ouais, c'est donc, vrai. Comme chaque année, ça revient. Et donc, voilà, c'est une grande opération qui commence le 1er novembre et qui a lieu tout le mois de novembre pour promotionner l'édition francophone belge et donc qui a pour but de faire découvrir au plus grand nombre le plus grand panel possible de livres édités en Belgique francophone. Alors en français ou en langue régionale parce qu'on a du wallon aussi. Ça va du recueil de poésie au roman, à l'essai, la pièce de théâtre, à la vie pratique, des ouvrages juridiques, des références, des études historiques, des revues y compris philosophiques et forcément des bandes dessinées aussi. Donc c'est pour tout âge et il y a d'ailleurs un super catalogue qu'on peut facilement se procurer avec les 85 maisons d'édition qui sont reprises et les livres qu'elles encouragent par exemple à lire effectivement chaque maison d'édition se proposant sur 3 ou 4 titres. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et ça prouve en réalité que le livre en francophonie belge est riche et varié. Et peut vivre. Alors concrètement, tu peux quand même nous rappeler comment se déroule cette opération? Alors cette opération en réalité volontiers oui c'est pas très compliqué. Elle se déroule sur plusieurs niveaux qui impliquent quasiment tous les acteurs de l'enseignement et du livre. Par exemple, il y a plus d'une centaine d'enseignants qui accordent une place dans leur classe à la lecture à ce moment-là. Il y a 75 librairies qui organisent des activités, donc notamment une à Braine-l'Alleud, le Baobab, rue des Alliés, c'est de l'autre côté de la gare, si tu vois. Ouais. Elle organise notamment samedi 8 à 10h30 une lecture pour enfants. Madame Katia qui nous invite à une séance de lecture pour des livres, etc. Donc, voilà, c'est assez sympa. Bon, il faut quand même peut-être s'inscrire parce que c'est pas dit qu'il y aura énormément de place. Voilà, à côté de ça, bon, il y a d'autres activités de Baobab et compagnie. La libraire Émilie vraiment est quelqu'un de très agréable et très actif. Donc, mais enfin bon, il y a 230 bibliothèques, il y a des tables d'animation, des rencontres, etc. Ouais. Lisez-vous du Belge. D'ailleurs, on aura une émission spéciale dans le courant du mois de novembre. Je crois que c'est fin novembre par rapport à ça, comme chaque année, évidemment. Ça, c'est clair. Alors, c'est tout pour novembre? En réalité, je voudrais revenir quelques secondes là-dessus parce qu'en réalité, il y a sur mon petit livre coup de cœur quand même, parce qu'il y a énormément de clins d'œil qui ont été faits dans ce livre. Ça y est, je me suis perdu dans mon papier. Et donc, par exemple, il y a un moment, effectivement, où il y a celui que je t'ai parlé aussi, Signe de Rennes, par exemple. Et puis, bon, il y a un autre jeu qui, dans le livre, et ça me rappelle un film avec James Caan, Rollerballers. C'était un film de 1975, si j'ai bonne mémoire. Je sais pas, possible. T'étais déjà né à ce moment-là? Ouais, quand même. J'avais beaucoup de temps. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, t'as pas fêté ton anniversaire il y a peu de temps? Il y a des trucs où oh là là, tu vois. Alors on s'est dit que bon, ça serait quand même sympa qu'on se prenne un petit verre. Ah, c'est gentil comme tout ça. Donc j'avais prévu les petits verres, mais bon, comme si j'aimerais planter dans mes papiers, c'est franchement lamentable. Non, c'est très bien. Merci beaucoup les gars. Oui. Voilà. Et pour novembre, bon, pour terminer rapidement quand même. Ouais. Oui, bon, donc en dehors des activités. Écoute, il y a pas mal de séances de dédicaces qui ont lieu à droite à gauche. Il y en a une encore le 6 novembre prochain. Tu avais cité Bruxelles tout à l'heure, donc je vais rester chez lui. Il va présenter un superbe livre, le tome 2 en réalité, de celui-ci. Alors c'est très spécial.
parce qu'en réalité, le tome 2, je ne l'ai pas. Il n'est pas encore paru. Ouais. Et les libraires ne l'ont pas non plus. Donc, je peux juste présenter le tome 1. D'accord. C'est Benoît Prieur et Dieff qui présenteront donc ce tome 2 de Louise Pendleton, qui est une jeune, magnifique journaliste talentueuse qui va intégrer l'équipe de Ladies, un magazine féminin new-yorkais haute tenue. Alors bon, voilà, c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire. Alors, évidemment, en novembre, c'est juste avant décembre. Il y a énormément de parutions et tout. Et c'est pas toujours très facile parce qu'il faut savoir que ces libraires, ils jouent très très gros chaque fois sur ce mois de décembre. Parce qu'il faut s'adapter aux contraintes du marché, aux donnes du marché. Et pour mieux comprendre et appréhender, je vais peut-être faire, cette fois-ci, faire référence à un article de Pierre Gordon de France Télévisions qui explique effectivement tout le lien et toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Je mettrai le lien sur le podcast. Et voilà. Sinon, pour le reste, écoute, moi je ne peux que te souhaiter un excellent anniversaire. Merci avec un peu de retard. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup pour ce... Alors, on vous explique, ceux qui n'ont pas les caméras, c'est que ils ont ouvert une bouteille et on a des bulles. On a et donc, à votre santé. Et alors, merci pour ce petit geste parce que c'est vraiment super sympa et ça me touche vraiment beaucoup. Voilà. Merci et beaucoup. au mois prochain pour les bulles suivantes. Merci Thierry. On se retrouve dans quelques minutes pour dire au revoir. Le temps d'une petite chanson. Santé, hein. Écoute, c'est ça que je me suis perdu dans mes papiers. Des tubes, des chroniques, des QLA, de la bonne humeur. Mais oui, parce que je suis passé à la page 5 alors que j'étais pas à la page 5. Avec